Le téléphone tremblait dans les mains de la jeune femme, alors que sa voix se brisait. Derrière elle, caché par la porte entr'ouverte, un homme en tenue élégante retenait son souffle. Carlos Romero, 38 ans, propriétaire de l'hôtel 5 étoiles le plus luxueux de Madrid, se faisait passer pour un client ordinaire afin de tester le nouveau personnel. Mais ce qu'il était sur le point d'entendre lors de cet appel allait tout changer. La nouvelle femme de chambre aux gants jaunes, encore tachée de savon, pressait le téléphone contre son oreille tandis que les larmes commençaient à couler. Ces mots allaient révéler un secret si déchirant que Carlos devrait prendre une décision impossible. C'est l'histoire de la façon dont une tromperie, conçue pour démasquer des gens malhonnêtes, a fini par révéler la vérité la plus pure que le cœur humain puisse contenir. Carlos Romero avait bâti son empire en 13 ans. L'hôtel Real de Madrid était sa création. 5 étages de luxe au cœur de la capitale, près de la Puerta del Sol. 200 chambres, 3 restaurants étoilés Michelin, un spa. Mais le succès avait un prix, une paranoïa constante. Ces derniers mois, il avait remarqué des incohérences dans les comptes. Des fournitures qui coûtaient trop cher, des serviettes qui disparaissaient, de l'argent de la caisse qui ne correspondait pas. Le directeur, Javier Martin, assurait que tout était sous contrôle, mais Carlos n'avait plus confiance. Il décida donc de se faire passer pour un client ordinaire, sans nom célèbre, sans traitement de faveur, simplement Carlos Garcia, un commerçant de Barcelone. Il réserva une chambre standard avec une fausse pièce d'identité. Il voulait voir comment fonctionnait son hôtel quand le patron ne regardait pas. Les premiers jours furent révélateurs. Un barman qui servait des doses réduites de boissons, un serveur de restaurant qui empochait les pourboires de petite malhonnêteté. Mais ce n'était pas suffisant. Il lui fallait des preuves concrètes de la part du personnel de ménage. Les femmes de chambre voyaient tout. Elles avaient accès à l'argent laissé sur les tables, aux bijoux oubliés. Au 2e étage, il y avait 6 femmes de chambre. 5 semblaient aller professionnelles, mais la 6e était nouvelle. Sur son badge était écrit « Laura Sanchez ». Environ 26 ans, cheveux châtains ramassés en chignon, uniforme bleu impeccable. Elle se déplaçait avec une détermination nerveuse, comme quelqu'un qui avait désespérément besoin de ce travail. Carlos décida de se concentrer sur elle. Ce matin-là, il laissa la chambre en désordre. 50 € sur la table, une montre coûteuse bien visible sur le lavabo de la salle de bain, un collier en or sur le lit, des appâts parfaits. Il sortit, mais resta caché dans le couloir. Il voulait voir ce que ferait Laura. 10 minutes plus tard, il la vit arriver avec son chariot. Elle frappa 3 fois, sans réponse. Elle entra, laissant la porte entr'ouverte. Carlos s'approcha sans bruit. Laura faisait le lit avec des mouvements précis. Elle vit l'argent, mais n'y toucha pas. Elle nettoya la salle de bain, déplaça délicatement la montre pour nettoyer dessous et la remit exactement à la même place. Elle plia soigneusement le collier et le posa sur la table. Il s'apprêtait à partir satisfait lorsque le téléphone de Laura vibra. Elle le sortit, regarda l'écran et son visage changea complètement. Ses couleurs disparurent, ses yeux s'emplirent de peur. Elle répondit d'une main tremblante, et ce que Carlos entendit changea tout. La voix de Laura, lorsqu'elle répondit, était totalement différente, petite, brisée, désespérée. Carlos se colla au mur, retenant son souffle. Pendant qu'elle écoutait, ses jambes commencèrent à flancher. Elle s'appuya contre le lit, puis s'assit, comme si elle ne pouvait plus tenir debout. De sa main libre, elle pressa sa bouche pour étouffer un sanglot. Carlos n'entendait que son côté de la conversation, mais c'était suffisant. Quelque chose de terrible se passait. Elle continuait de dire qu'elle comprenait, qu'elle viendrait tout de suite, qu'elle ferait le nécessaire, que l'argent n'était pas un problème, bien qu'il fût évident que c'en était un. Lorsqu'elle raccrocha, elle resta immobile, les épaules tremblantes. Puis elle bondit, s'essuya furieusement les yeux et finit le ménage fébrilement. Ses mouvements devinrent mécaniques, tandis que les larmes tombèrent en silence. Carlos ne savait pas quoi faire. Il était venu démasquer des voleurs, pas ça. Mais dans le silence désespéré de Laura, il y avait quelque chose qui lui serrait le cœur. Laura termina en un temps record. Tout était parfait. L'argent était exactement là où il l'avait laissé. La montre intacte. Le collier posé en sécurité sur la table. Elle n'avait rien volé. Pourtant, elle était en crise et Carlos comprit qu'il ne pouvait pas ignorer cela. Il appela Javier et demanda des informations sur Laura Sanchez. Embauchée il y a 1 semaine. Des recommandations impeccables. Un besoin désespéré de travail, mère célibataire avec un fils. Licenciée de son emploi précédent car elle demandait trop de congés pour des urgences familiales. Carlos demanda « Quelles urgences ?» Quelque chose à propos d'un fils malade. Mais Javier ne connaissait pas les détails. Carlos resta assis sur le lit que Laura avait soigneusement fait. Il regarda l'argent, 50 €. Rien pour lui. Pour Laura, probablement une fortune.
Pourtant, elle n'y avait pas touché. Il prit une décision. Il découvrirait ce qui s'était passé, non pas en tant que propriétaire, mais en tant qu'homme. Carlos passa le reste de la journée à mener des enquêtes discrètes. Ce qu'il découvrit lui brisa le cœur. Diego Sanchez avait 7 ans. Il était né avec une maladie génétique rare qui affectait ses poumons et son cœur. Il nécessitait des soins constants et des médicaments coûteux. Laura l'élevait seule après que le père eut disparu en apprenant la maladie. Pendant 6 ans, elle s'était battue pour le maintenir en vie, travaillant en double service, prenant des crédits impossibles, vendant tout. Il y a un mois, l'état de Diego s'était aggravé. Il avait besoin d'une opération coûtant 40 000 €. Le système public le ferait, mais la liste d'attente était de 8 mois. Les médecins disaient que Diego n'avait pas 8 mois. Il avait peut-être 3 mois, 4 au mieux. Laura tentait désespérément de réunir l'argent. Toutes les banques avaient refusé. Elle était déjà trop endettée. Sa famille ne pouvait pas aider. Une collecte de fonds en ligne avait réuni 3 000 €. Une goutte d'eau dans l'océan. Puis elle avait été licenciée parce qu'elle demandait trop de congés pour Diego. Sans travail, sans argent, avec un enfant mourant. Le travail à l'hôtel Real était un miracle. Avec chaque salaire, elle économisait chaque centime. Elle sautait des repas, marchait au lieu de prendre le bus, achetait des vêtements d'occasion. Tout pour Diego. Mais ce ne serait jamais assez. Même en économisant tout pendant 6 mois, elle n'atteindrait pas la moitié de la somme. Et Diego n'avait pas 6 mois. Carlos lut tout cela et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il avait bâti son empire en endurcissant son cœur, mais en regardant les photos de Laura avec le petit garçon devant l'hôpital, quelque chose se brisa en lui. Le lendemain, il appela l'hôpital en se faisant passer pour un parent. L'infirmière fut catégorique. Diego était stable, mais le temps pressait. Peut-être 6 semaines avant que son état ne devienne irréversible. L'opération était nécessaire immédiatement. Carlos demanda le coût exact, 42 000 €. Impossible pour une femme de chambre, dérisoire pour un millionnaire. Il ne put dormir cette nuit-là. Il pensait à Laura, nettoyant en pleurs, qui n'avait pas volé les 50 €. Il pensait à Diego, qui n'avait rien fait pour mériter cette maladie. Il pouvait payer facilement. 42 000 €, c'était moins que son dernier tableau pour le hall d'entrée. Mais donner l'argent signifiait révéler qui il était, s'impliquer, ouvrir une porte fermée depuis des années. À 3 heures du matin, il prit sa décision. Il ne donnerait pas l'argent directement. Il devait trouver un moyen qui permettrait à Laura de garder sa dignité, tout en faisant ce que son cœur soudainement éveillé lui dictait. Carlos passa les jours suivants à élaborer un plan. Il devait être parfait. Laura ne devait pas savoir que l'argent venait de lui. Il parla à Javier de l'organisation d'une loterie pour le personnel. Le prix, 50 000 €. Assez pour l'opération de Diego. Javier trouva cela étrange, mais Carlos était le propriétaire. Le problème était de faire gagner Laura sans que cela paraisse truqué. Il eut une idée, un concours basé sur le travail. La femme de chambre ayant les meilleurs avis des clients sur un mois gagnerait. C'était parfait, car Laura était bonne, peut-être la meilleure. Les jours suivants, il continua de se faire passer pour un client ordinaire. Il demandait toujours que Laura nettoie sa chambre. Chaque fois, il laissait des commentaires élogieux. Il parla aussi à d'autres clients qu'il connaissait, leur demandant de réclamer Laura et de laisser des avis positifs si le travail était bon. Et le travail était toujours bon. Il observait Laura de loin, voyait comment elle arrivait une demi-heure plus tôt, comment elle restait 1 heure plus tard, comment elle ne se plaignait jamais. Une semaine plus tard, Laura nettoyait une suite quand le téléphone sonna. Carlos était à proximité, faisant semblant d'attendre l'ascenseur. C'était l'hôpital. Diego faisait une crise respiratoire. Pas critique, mais un avertissement. Le temps s'écoulait. Laura essayait de rester calme. Elle dit qu'elle faisait tout son possible. « S'il vous plaît, gardez Diego stable. Je viendrai après le travail. » Lorsqu'elle raccrocha, elle ne pleura pas. Elle regarda le téléphone avec une expression vide. C'était l'expression de quelqu'un qui s'était battu si longtemps qu'il n'avait plus de larmes. Seulement une détermination impitoyable, car abandonner signifiait tout perdre. Carlos sentit quelque chose se durcir dans sa décision. Il ne pouvait pas attendre 1 mois. Diego n'avait pas 1 mois. Il devait agir maintenant. Il appela le meilleur chirurgien cardiologue pédiatrique d'Espagne, expliqua la situation sans donner de nom. Il demanda combien de temps Diego avait réellement. Le chirurgien fut sévère. Avec de tels symptômes, cela pouvait être 3 semaines, 4 maximum. L'opération était nécessaire immédiatement. 3 semaines. Il ne pouvait pas attendre, il devait agir. Mais comment ? Comment donner l'argent à Laura sans tout révéler, sans détruire sa dignité ? Il passa la nuit à réfléchir. À l'aube, il avait un plan risqué et complexe. Il faudrait révéler partiellement qui il était,
Mais c'était le seul moyen de sauver Diego et de permettre à Laura de garder la tête haute. Le lendemain, Carlos demanda à Javier de convoquer Laura dans son bureau. Quand Javier demanda pourquoi, Carlos lui dit simplement de le faire sans poser de questions. Il y avait quelque chose dans sa voix qui dissuada le directeur d'insister. Laura arriva dans le bureau du directeur avec une expression effrayée. Elle pensait visiblement qu'elle allait être renvoyée. Ses mains étaient enjointes devant elle, les jointures blanches. Quand elle entra et vit Carlos assis au bureau à côté de Javier, elle parut encore plus confuse. Carlos la regarda longuement, puis demanda à Javier de les laisser seuls. Le directeur sembla surpris, mais obéit. La porte fermée derrière elle, Laura resta debout devant le bureau, tremblante. D'un geste, Carlos l'invita à s'asseoir. Elle s'assit au bord de la chaise, prête à s'enfuir ou à s'évanouir, on ne savait pas trop. Carlos commença à parler d'une voix calme. Il expliqua qu'il n'était pas Carlos Garcia, le client, mais Carlos Romero, le propriétaire de l'hôtel Real de Madrid. Il se faisait passer pour un client afin de tester le personnel, de voir comment fonctionnait son hôtel quand il ne regardait pas. Laura devint encore plus pâle. Elle pensait probablement que tout était fini, que tout ce pourquoi elle avait travaillé s'effondrait. Mais Carlos continua. Il dit qu'il avait observé son travail pendant plusieurs jours. Il avait vu son dévouement, son honnêteté, la façon dont elle traitait chaque chambre comme si c'était la plus importante. Il avait vu qu'elle n'avait pas volé l'argent, qu'il avait intentionnellement laissé en vue. Il avait vu une employée qui était exactement le type de personne qu'il voulait dans son hôtel. Laura écoutait en silence. Les larmes commençaient à se former dans ses yeux. Puis Carlos dit qu'il avait aussi entendu par hasard son appel de l'hôpital. C'était arrivé involontairement pendant qu'il vérifiait le personnel. Mais maintenant, il savait pour Diego, il savait pour l'opération, il savait que le temps pressait. Laura commença à nier. Les larmes coulaient maintenant librement. Elle commença à s'excuser, disant qu'elle ne laissait jamais ses problèmes personnels affecter son travail, qu'elle était toujours professionnelle, qu'elle ne demandait jamais de congé ou de faveur spéciale. Carlos leva la main pour l'arrêter. Il dit qu'elle n'avait pas à s'excuser. Elle avait accompli un travail impeccable dans des circonstances impossibles. N'importe qui d'autre aurait craqué. Elle continuait de venir, faisait son travail parfaitement, gardait sa dignité même quand le monde s'effondrait autour d'elle. Ensuite, il fit une proposition. L'hôtel disposait d'un fonds d'aide d'urgence pour les employés en difficulté. Il était peu connu car rarement utilisé, mais il existait. Carlos avait décidé d'utiliser ce fonds pour couvrir entièrement le coût de l'opération de Diego. Ce n'était pas de la charité, c'était un investissement dans une employée précieuse qui avait fait preuve d'honnêteté et de dévouement. Laura le regardait avec incrédulité, incapable de parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. Carlos poursuivit en disant qu'il n'y avait qu'une seule condition. Une fois Diego rétabli et stable, Laura continuerait de travailler à l'hôtel pendant au moins 2 ans. Il voulait qu'elle devienne gouvernante générale, responsable du nettoyage, qu'elle forme le nouveau personnel, qu'elle transmette son éthique de travail aux autres. Elle n'avait pas à rembourser l'argent, elle devait payer avec son temps et ses connaissances. Finalement, Laura retrouva sa voix. Elle demanda d'une voix tremblante pourquoi il faisait cela. Il ne la connaissait pas. Ils étaient hors des étrangers. Carlos fut honnête. Il dit qu'il avait bâti son empire en plaçant le profit au-dessus des gens. Il avait endurci son cœur parce qu'il pensait que c'était le seul moyen de réussir. Mais en la voyant travailler avec un tel dévouement alors que son monde s'écroulait, il avait compris quelque chose. La vraie valeur n'était pas dans les chiffres sur le papier, mais dans les gens qui viennent chaque jour et font leur possible, même quand personne ne regarde. Laura commença à sangloter. Elle ne pouvait pas croire que c'était réel. Carlos se leva, contourna le bureau et posa une main sur son épaule. Il dit que c'était réel. Diego aurait son opération, et elle n'aurait plus à porter ce fardeau seule. Laura bondit et serra Carlos dans ses bras, sanglotant contre sa chemise coûteuse. Il fut surpris un instant, puis rendit lentement l'étreinte. C'était étrange. Il n'avait étreint personne avec une émotion sincère depuis des années, mais cela semblait juste. Lorsque Laura fut assez calme pour parler, elle demanda quand elle pouvait planifier l'opération. Carlos dit qu'il avait déjà appelé le meilleur chirurgien cardiologue d'Espagne. L'opération était prévue pour la semaine suivante. Diego serait transféré dans une clinique privée où il recevrait les meilleurs soins possibles. Laura ne pouvait s'arrêter de pleurer et de remercier. Carlos lui dit de rentrer chez elle, d'être avec Diego, de prendre tout le temps dont elle avait besoin. Son travail l'attendrait quand elle serait prête à revenir. L'opération fut un succès. Diego fut opéré par le meilleur chirurgien pédiatrique d'Espagne dans une clinique privée dotée d'équipements de pointe. 8 heures d'une opération délicate. Mais à la fin, le médecin sortit du bloc avec un sourire. Diego allait tout s'en sortir. Carlos était là, dans la salle d'attente avec Laura. Il n'avait pas prévu d'y être.
Il avait seulement pensé appeler pour savoir comment cela s'était passé. Mais le matin de l'opération, il comprit qu'il ne pouvait pas rester à l'écart. Il voulait être là non pas comme propriétaire d'hôtel, mais comme un être humain qui s'inquiétait. Quand le chirurgien annonça que l'opération était réussie, Laura s'effondra en larmes de soulagement. Carlos la soutint pendant qu'elle pleurait, et pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à ressentir quelque chose de plus profond que le froid calcul des affaires. Le rétablissement de Diego fut long, mais stable. Des semaines à l'hôpital, puis des mois de physiothérapie. Carlos venait le voir régulièrement. Au début, il se disait que c'était seulement pour vérifier son investissement. Mais la vérité était autre. Il aimait voir le garçon, entendre son rire pendant qu'il guérissait, voir les couleurs revenir sur ses joues. Diego était un garçon brillant et gentil, qui avait passé la moitié de sa vie dans les hôpitaux, mais n'avait pas perdu sa capacité à sourire. Quand il apprit que Carlos était le gentil monsieur qui avait aidé sa maman, il le serra fort dans ses bras et demanda s'il pouvait l'appeler « oncle Carlos ». Carlos, qui n'avait jamais voulu de famille ou de lien personnel, sentit quelque chose se serrer et s'ouvrir simultanément dans sa poitrine. Il dit qu'il pouvait l'appeler « oncle ». Laura retourna au travail 3 mois plus tard, quand Diego fut assez stable pour retourner à l'école. Mais elle ne revint pas comme femme de chambre. Carlos tint sa promesse et la promut gouvernante générale. Son salaire tripla. Elle avait un bureau, des responsabilités, du respect. Mais plus important encore, elle avait de l'espoir. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait regarder l'avenir sans peur. Diego allait bien. Ils allaient bien. Tout cela grâce à un homme qui s'était fait passer pour un client et à une mère désespérée qui n'avait jamais perdu son intégrité. 1 an après cela, Carlos invita Laura et Diego à dîner. Pas dans l'un des restaurants de l'hôtel, mais chez lui, dans son appartement privé que peu de gens avaient en vue. Il cuisina personnellement, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années, une paella, comme sa mère la lui avait apprise avant de mourir. Après le dîner, pendant que Diego regardait des dessins animés dans le salon, Carlos et Laura s'assirent sur le balcon, regardant Madrid illuminé par la nuit. Laura le remercia encore une fois. Carlos secoua la tête. Il dit que c'était lui qui devait la remercier. Elle lui avait rappelé pourquoi il avait commencé tout cela, pourquoi il avait travaillé si dur pour construire quelque chose. Ce n'était pas pour l'argent ou le pouvoir, c'était pour changer la vie des gens. Laura dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Elle dit que Dieu avait envoyé Carlos, déguisé en client ordinaire, parce que parfois les miracles arrivent masqués. Il faut regarder au-delà de la surface pour les voir. Carlos rit et dit que peut-être elle avait raison. Il s'était fait passer pour quelqu'un d'autre pour découvrir la vérité sur les autres. Mais ce faisant, il avait découvert la vérité sur lui-même, qu'il ne devait pas être seulement un homme d'affaires froid. Il pouvait être quelque chose de plus. 3 ans plus tard, l'hôtel Real Madrid avait une nouvelle politique. Chaque employé en difficulté financière due à des urgences médicales ou familiales pouvait faire une demande au fonds d'urgence. Carlos l'avait considérablement élargi après l'histoire de Diego. Il aida 23 employés en 3 ans. Certains remboursant quand ils pouvaient, d'autres non. Cela importait peu à Carlos. Laura devint directrice des opérations de l'hôtel, la 2e personne la plus importante après Javier. Diego, maintenant âgé de 10 ans, était un garçon sain et vivant qui voulait devenir médecin quand il serait grand pour aider d'autres enfants comme on l'avait aidé. Et Carlos était toujours le propriétaire de l'hôtel Real, toujours un homme d'affaires prospère, mais maintenant il était quelque chose de plus. Il était l'oncle d'un garçon avec qui il n'avait aucun lien de sang, mais qui avait conquis son cœur. Il était l'ami d'une femme qui lui avait montré que la vraie force est de ne jamais abandonner, même quand le monde s'écroule. Il était quelqu'un qui avait appris que parfois, il faut se faire passer pour quelqu'un d'autre pour découvrir qui l'on est vraiment. De temps en temps, quand il marchait dans les couloirs de son hôtel, il s'arrêtait et regardait le personnel travailler. Il se souvenait de ce jour où il s'était fait passer pour un client et de la femme de chambre pleurant au téléphone. Il se souvenait comment tout avait changé et souriait, parce que parfois, le meilleur investissement que l'on puisse faire n'est pas dans les actions ou l'immobilier, c'est dans les gens. Et parfois, le meilleur rendement que l'on puisse obtenir n'est pas l'argent, c'est de savoir que l'on a sauvé une vie, et, ce faisant, sauvé aussi son âme. 5 ans après cet appel qui a tout changé, l'hôtel Real n'était pas seulement le plus luxueux de Madrid, mais il était aussi connu comme un endroit où les employés étaient retraités comme une famille, où les gens en difficulté trouvaient donc de l'aide et non du jugement, où l'honnêteté de Laura était devenue la norme à laquelle tous aspiraient. Carlos étendit le programme aux autres hôtels qu'il avait acquis. Le fonds Diego, comme il l'appelait en privé, bien qu'officiellement il portât un nom plus formel, aida des centaines d'employés dans toute l'Espagne.
Diego, maintenant âgé de 15 ans, était en parfaite santé et travaillait à temps partiel à l'hôtel le week-end. Il voulait comprendre l'entreprise de l'intérieur. Avant qu'il n'aille à l'université, Carlos lui dit qu'il y aurait toujours une place pour lui s'il le voulait. Après ses études, Laura épousa un médecin qu'elle avait rencontré lors d'un des examens de Diego, un homme bon qu'il aimait, elle et son fils. Carlos la conduisit à l'hôtel, fier comme l'aurait été un vrai père. Et Carlos comprit enfin ce que signifiait la famille. Ce n'était pas juste le sang. C'est le choix d'être aux côtés de quelqu'un jour après jour. C'est voir quelqu'un dans son pire moment et décider de rester. C'est se faire passer pour quelqu'un d'autre et découvrir qui l'on est vraiment en cours de route. Le téléphone sur sa table de chevet avait une photo en fond d'écran. Ce n'était pas une photo de son hôtel ou de ses succès. C'était une photo de lui, Laura et Diego lors d'un pique-nique au parc, tous riant de quelque chose que Diego avait dit. Il regardait cette photo chaque matin au réveil. Elle lui rappelait que la chose la plus précieuse qu'il avait trouvée n'était pas dans un bilan ou des investissements. Elle était derrière une porte entr'ouverte, dans un appel désespéré, dans les yeux d'une mère qui n'avait jamais abandonné. Et chaque fois qu'il entendait un employé pleurer ou lutter, il ne se détournait pas. Il s'approchait et demandait, aidait, parce qu'il avait appris que parfois on entre dans la vie des gens au bon moment pour accomplir le miracle dont ils ont besoin. Et parfois, pendant qu'on les sauve, ils nous sauvent.